et merci de votre présence à cette table ronde de Zone Franche. Je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser deux de nos intervenants, Pierre Dubois, qui nous rejoindra tout à l'heure quand il aura terminé ses agapes de milieu de journée. Vous savez que Pierre Dubois, quelque part, c'est un ogre littéraire. Alors, évidemment, le repas, et en particulier le repas de midi, pour lui, c'est extrêmement important. Et puis, on attendra aussi notre ethnologue, M. Camus, qui va nous rejoindre. Je pense là aussi que c'est quelqu'un qui nous apportera un regard. On aurait pu démarrer cette table ronde par lui. On la conclura au plus exactement. On fera passer l'ensemble de nos intervenants avant de lui donner la parole. C'est une façon plus ou moins heureuse et astucieuse de gérer le léger retard de nos deux invités. Des auteurs ici de fiction. À cette table, on avait donc dit un conteur, un ethnologue, et puis trois écrivains qui sont trois auteurs heureux. Est-ce que c'est l'effet du hasard ou est-ce que les sorcières, ça intéresse particulièrement les femmes? Peut-être d'abord parce qu'elles ont été victimes des chasses aux sorcières, pas les seules victimes, mais les victimes majoritaires et prioritaires, ou parce que le statut des femmes, à travers les époques, fait que la femme est une égale de l'homme, pas tout à fait encore, mais c'est en route, ou alors la femme, c'est une mauvaise femme, une sorcière. Peut-être que pour rentrer donc dans ce débat, on va voir donc trois auteurs, Viviane Etrivert, voilà, vous cherchez, Anne Fakouri, et puis notre troisième intervenante de la fiction, Cécile Guyot. Le mieux peut-être pour parler de sorcières, c'est tout simplement d'entrer in medias res dans le vif du sujet. Et entrer dans le vif du sujet, c'est tout simplement lire un court extrait de ces ouvrages, donc Masquis de Viviane Etrivert aux éditions Argélios. Agazusa la sorcière, la chevaucheuse de haie, risque-t-elle un œil, espérant envahir la maison avant que le vaillant petit Dédec ne la chasse? Ou est-ce un fantôme, une dame blanche fluide, vaporeuse, gracieuse, soupirant sur un ancien amour, sur un destin cruel que le vent emporte? On va répondre à la question toujours dans le même ouvrage, un petit peu plus loin, et là on change de ton et on entre dans le vif du sujet. Le juge questionna de plus belle le pauvre hérisson, plus confus que jamais. Il lui montra les instruments de torture, le menaça, jura de goûter à la torture toute la ville, interrogea encore ces gens qui affirmèrent n'être au courant de rien, et fit dresser procès-verbal des événements mystérieux par Jaros Noska, son secrétaire. Il se jeta sur l'épée Malleus Maleficarum de Spranger et Instituris, publié en 1486. Il en tourna les pages, tard dans la nuit, pour y trouver des conseils. Un livre fou, ce marteau des sorcières, rempli d'idées et de croyances étranges, brutales. Ses rédacteurs étaient superstitieux, peureux, imaginatifs, incultes. Un monceau d'ânerie, un monument de crédulité à la gloire de la bêtise des anciens, des autorités, des dindons en robe noire vilipendés par Rabelais. Comment des gens intelligents, sensés, ont-ils pu l'utiliser, sauf à penser qu'ils poursuivaient des buts personnels? Vas-y, juge Stéphane Ria, Onavrati. Comme tant d'autres, plonge dans cette boue infâme, choisit des arguments peaufinés pour accuser des méthodes immorales et choquantes. Ce fut ainsi que la chasse aux hérissons s'ouvrit avec qui? Inquisition, torture, aveu, dénonciation. On est dans le vif du sujet, on est dans cette période de notre histoire européenne où la chasse aux sorcières est une institution et un moyen
en particulier un moyen pour l'Église catholique, romaine et apostolique d'imposer sa domination. Je précise pour peu de connaissances historiques que je peux vous faire partager, parce que je ne suis pas une spécialiste de la question, c'est que justement, ce marteau des sorcières était tellement absurde, abominable et inculte que même l'Église catholique, les inquisiteurs, le pape finiront par le retirer en estimant que ce n'est pas un instrument scientifique de la chasse aux sorcières. Alors, Viviane Étrivert, pourquoi vous avez choisi des sorcières comme personnage de votre roman? La sorcière, c'est quelque chose qui est profondément, c'est un archétype qui est profondément attaché à la nature de la femme. L'archétype au sens de Jung, c'est un personnage dans lequel s'incarne la nature de la femme ou de l'homme à un moment donné de son existence. La jeune femme, la jeune sorcière, celle qui séduit et qui fascine. L'amour, c'est aussi la vieille femme, celle qui fait peur et qui est une figure de la mort. Et on retrouve la puissance des archétypes au travers de ces procès. Et j'ai voulu effectivement écrire, puisque j'adore le fantastique, sur la sorcière. Et ce qui s'est passé, c'est que plus je creusais l'histoire de la sorcellerie et ce qui s'est passé réellement en Europe, plus je me détachais de ce qui était en surface et de ce que l'on croit, pour voir qu'il y avait d'autres réalités. Et j'ai recherché l'être humain derrière la figure anonyme de la sorcière. La sorcière n'a pas de nom, elle s'appelle Gaïa. On l'appelle comme ça lors des procès. Elle n'a plus de nom, elle n'a pas de voix. Et les historiens l'ont recherchée et ont essayé de trouver qui était cette femme qui était accusée. Et qu'est-ce qu'elle voulait réellement dire derrière ces procès en latin. Autre vision de la sorcière, une vision plus contemporaine, avec Anne Facot. L'esprit de l'homme n'était qu'un long tunnel de souffrance. À peine endormie, Z chercha un point de lumière auquel s'accrocher. Le tourbillon dans lequel elle était entraînée se pacifia. L'homme n'était pas conscient. Ce n'était pas un esprit en plein sommeil qui aurait pu sentir sa présence et se défendre. Il était bien plongé dans le coma. Le monde du sommeil qu'il avait créé pour faire survivre son esprit déconnecté de son cerveau n'utilisait pas le chaos comme une façon de se défouler de ses peurs. Il était chaos. Ce rêve, dans lequel Z avait été jeté comme une balle de ping-pong au milieu d'un cyclone, brouillé de silhouettes sombres. Elle pouvait sentir la douleur percer la barrière d'habitude épaisse du monde du sommeil. Elle n'eut alors qu'une idée fixe, sortir de l'esprit de l'homme, s'échapper de la tempête, de son inconscient visiblement malade, et son propre esprit, happé, ballotté, écrasé par la masse furieuse des vents contradictoires, avait du mal à lutter. Z réunit toutes ses forces pour se réveiller. Elle voulut visualiser son corps endormi sur le fauteuil, dans la chambre grise, à côté du corps de l'inconnu. La projection tint un temps infime. Elle se vit allongée sur le lit, attachée par des sangles, un bâillon de métal sur la bouche. Le lit était archaïque, tout en fer, et d'énormes seringues, des ustensiles en cuivre, traînés sur une cuvette remplie d'eau rougie par le sang. Des doigts froids parcoururent ses bras immobilisés, cherchant une veine, une entaille. Elle voulut hurler, parler, pour raisonner ceux qui la maintenaient dans cet état d'impuissance totale, mais le bâillon ne lui permit de moduler qu'un son animal. Elle se contorsionna avec force, jusqu'à sentir les liens s'assouplir sous ses muscles. Quand elle réussit enfin à s'en extraire, elle se retrouva dans le cyclone chaotique. Les formes se pressèrent autour d'elle, avides, comme pour boire ses souffrances, et lui en infliger de nouvelles. Un partage, un simulacre de partage. Tout ce qu'elle connaissait, la lente progression dans l'esprit de l'autre, la recherche d'un corps étranger créé dans un monde qui lui était propre, n'était plus qu'une caricature grotesque et douloureuse. Le partage ici était celui de l'horreur. L'échange n'était que la longue absorption de son esprit guérisseur par un esprit fou, désespéré et destructeur. Elle n'avait jamais rien connu de tel. Voilà, on est plongé. Là aussi, on dirait presque une séance de torture, mais là, on est plus dans la torture psychique quand même. Tout à fait. Pourquoi cette vision moderne, contemporaine de la sorcière? Pourquoi ce thème que vous traitez de façon très différente du roman de Viviane Étrivert?
pourquoi ça vous a intéressé, pourquoi ça vous a donné envie d'en faire un personnage essentiel de Narcos Jeunesse, pardon. À l'origine de Narcos Jeunesse, qui est un thriller fantastique, il y a une histoire familiale qui commence au milieu du 19e siècle. Et l'histoire d'une femme qui essaye de sortir de sa condition, justement, assez misérable, sa condition de sorcière. Je suis partie sur la sorcière herboriste, c'est celle qui guérit, la sage-femme aussi. Et le moyen de sortir de cette condition, c'était évidemment de profiter de la révolution industrielle, et donc de créer un empire industriel à partir de l'herboristerie. Et ce que je trouvais intéressant, justement, c'est de faire évoluer ces sorcières dans notre histoire et de montrer comment la sorcière herboriste était devenue une sorcière infirmière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a rationalisé, évidemment, à partir du moment aussi où on est sorti de l'emprise chrétienne, sociale, l'image des sorcières a changé. Et donc, j'ai voulu faire évoluer le personnage de la sorcière avec un fond aussi psychanalytique où le don devient quelque chose qu'on cache au profit de la réussite sociale, au profit de cette industrialisation et un don qui ressurgit. Voilà, donc à la base, il y a vraiment cette histoire familiale